Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire dans un nouveau chapitre, avec une leçon aujourd'hui consacrée au vote en France au XIXe siècle. La leçon est consacrée en réalité aux régimes politiques en France qui vont se succéder de 1815 à 1870. Nous aborderons un peu plus tard les événements qui se déroulent après 1870. Et nous avons déjà vu précédemment, en parlant de la Révolution française puis du Consulat et de l'Empire, ce qui s'est déroulé jusqu'en 1815. La chute de Napoléon Ier en 1815 a donc amené à la restauration de la monarchie en France avec pour roi Louis XVIII, qui ne peut cependant pas faire comme si rien ne s'était déroulé depuis la chute de Louis XVI. Il décide donc d'octroyer une charte de droit aux Français. Mais une charte octroyée signifie que c'est bien le roi qui, généreusement, décide de laisser quelques droits à ses sujets, et non pas que ces sujets seraient légitimes à réclamer quoi que ce soit en plus. Louis XVIII veut donc maintenir les apparences d'une écoute vis-à-vis de son peuple, tout en gardant l'essentiel du pouvoir. Pour cela, il s'appuie sur un suffrage qu'on appelle le suffrage censitaire. Cela signifie que pour voter, il faut prouver que l'on dispose d'une certaine richesse, que l'on a payé un certain montant d'impôts. Cela permet d'exclure en fait l'écrasante majorité des Français de la possibilité de voter. Seuls les hommes, parmi les plus aisés, peuvent donc avoir le droit de vote. Et il se trouve que, bien sûr, ces hommes parmi les plus riches sont relativement d'accord avec l'idée de revenir à une monarchie modérée, non pas une monarchie absolue, mais une monarchie qui ferait quelques concessions, ce qui leur permet de participer au gouvernement du roi, de ne pas en subir les aspects les plus négatifs. Mais cela signifie bien sûr que pour l'écrasante majorité de la population, on revient à la situation antérieure. Le régime est donc très impopulaire dès le départ. D'ailleurs, dès 1830, le roi Charles X est chassé par les Trois Glorieuses, c'est-à-dire 3 journées d'émeute à Paris, mais c'est alors un autre roi qui se présente lui comme un roi citoyen, Louis-Philippe, de la branche orléaniste de la famille royale, et il parvient à rester sur le trône en promettant toute une série de réformes. Il élargit effectivement un petit peu le corps électoral, c'est-à-dire qu'il accepte de faire voter des gens un peu moins riches que précédemment. Il n'empêche que, là encore, les 9/10 des citoyens possibles n'ont pas le droit de vote parce qu'ils ne sont toujours pas assez riches pour participer au scrutin. D'ailleurs, le régime de Louis-Philippe n'est pas tellement plus populaire que le précédent. Dès 1832, de grandes émeutes ont lieu à Lyon avec les canuts, c'est-à-dire des ouvriers du textile, et en 1848, Louis-Philippe est à nouveau chassé par une révolution qui met en place la Deuxième République. La Deuxième République se présente comme très différente de cette monarchie parlementaire, cette monarchie de la Restauration qui avait succédé à Napoléon. Dès 1848, on proclame le suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes pourront voter. Masculin n'est d'ailleurs pas dans les textes de l'époque, c'est nous qui le comprenons comme ça. Il était évident pour les dirigeants de cette république que les femmes ne participeraient pas au vote. Pour la deuxième fois, l'esclavage est aboli, et cette fois il ne sera plus rétabli, et les républicains de 1848 espèrent alors que le vote va remplacer le fusil, comme on peut le voir sur cette gravure, qui date de 1848. Si on lit la légende, on se rend compte que l'ouvrier pose son fusil qu'il réserve, dit-il, aux ennemis de l'extérieur, tandis qu'il combattra les ennemis de l'intérieur, ceux avec qui il n'est pas d'accord, en votant, donc en utilisant ses droits de citoyen nouvellement acquis. Mais si on regarde un peu en détail derrière lui les affiches, on se rend compte qu'il y a une certaine ironie dans la présentation des candidats. Un avis aux caméléons est lancé, c'est-à-dire à des gens capables de changer d'un jour à l'autre en fonction de leurs intérêts. On parle aussi d'un été noir. Il s'agit donc ici d'éteindre la colère des gens. On pourrait dire aussi de les endormir.
On voit donc dans cette gravure toute l'ambivalence entre d'un côté l'affirmation du suffrage universel qui va permettre à tous les citoyens de s'exprimer, et de l'autre une culture politique très différente puisqu'on sort d'années de dictature, de monarchie, et il paraît donc évident pour tous que les citoyens, depuis la Révolution française, doivent être capables de prendre les armes, de suivre l'exemple des sans-culottes parisiens. D'ailleurs, dès le mois de juin 1848, les réformes sociales consacrées aux ouvriers de la capitale, c'est-à-dire les ateliers nationaux qui avaient été constitués pour essayer de trouver du travail à une partie des chômeurs, sont supprimées. Les ouvriers se révoltent et l'armée est envoyée et cela donne lieu à toute une série de massacres, d'arrestations et de déportations. Toute une partie de la population se reconnaît donc encore dans la pratique des barricades. On doit être prêt pour défendre ses droits, à prendre les armes, à bloquer les rues et à affronter l'armée. Cette agitation populaire fait peur aux républicains modérés, à l'image d'Adolphe Thiers, qui décide de mener une réforme électorale. En écartant par exemple les citoyens qui n'ont pas eu un domicile fixe pendant 3 ans au même endroit de la possibilité de s'inscrire et donc de voter, en supprimant le droit de vote à ceux qui auraient été condamnés pour vagabondage, Thiers réduit le nombre de votants de 9 millions à 6 millions d'électeurs. Et naturellement, ce sont les 3 millions d'électeurs les plus pauvres qui perdent leur droit de vote. À partir de cette réforme, en 1850, la Deuxième République apparaît encore une fois comme une république qui ne tient pas compte de tous ses citoyens, même si le suffrage censitaire n'a pas été rétabli officiellement. Et c'est un autre homme politique, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Bonaparte, qui va prétendre défendre le suffrage universel. Élu président en 1848, il devait rendre son mandat 4 ans plus tard, en 1852. Mais plutôt que d'abandonner le pouvoir, il organise un coup d'État. Coup d'État mené par des soldats armés, par ses partisans regroupés dans la Société du 2 décembre, qui sont souvent des gens plutôt pauvres, à qui en fait on promet de l'argent, des repas, des logements en échange de leur soutien à Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est par la force qu'il va vaincre les barricades qui s'étaient dressées dans Paris contre lui. 3 jours de combat qui lui permettent de s'affirmer non plus comme président de la Deuxième République, mais comme empereur du Second Empire, à l'image de son oncle. Mais pour conserver un soutien populaire, il ne met pas fin au suffrage universel, au contraire, il le rétablit à plus de 9 millions d'électeurs, comme avant la réforme de Thiers. Simplement, il va contourner le vote en essayant de l'orienter, de le manipuler à sa manière. Pour cela, il utilise plusieurs méthodes différentes. La première méthode que vous voyez dans votre manuel, c'est la méthode des candidatures officielles. Le maire, le préfet, les agents communaux font connaître le nom du candidat pour lequel il faut voter. Le jour du vote, seuls les bulletins au nom de ce candidat sont présents dans les bureaux de vote. Si quelqu'un souhaite voter pour quelqu'un d'autre, il doit écrire lui-même sur un papier le nom de l'autre candidat. Et il n'y a pas d'isoloir. On tend directement son bulletin au président du bureau de vote qui va se charger de le mettre dans l'urne. Non seulement il peut parfois tricher, mais en plus, cela signifie que la plupart du temps, si vous ne voulez pas voter pour le candidat officiel, tout le monde verra que vous avez amené votre propre bulletin. Un autre moyen de faire pression sur les habitants est de réserver les travaux, les avantages que l'administration pourrait donner à telle ou telle ville, faire rénover un pont, faire construire une route, uniquement à des communes où le vote en faveur de Napoléon III ou de ses candidats officiels a été le plus fort. D'ailleurs, la plupart du temps, l'empereur ne demande pas de voter pour des candidats, et encore moins pour lui-même, mais pour ce qu'on appelle des plébiscites, c'est-à-dire qu'on doit répondre à une question par oui ou par non, et bien évidemment, l'empereur et son administration ont fait savoir dès le début qu'il fallait voter oui. Cependant, les adversaires de Napoléon III réussissent petit à petit à regagner du terrain électoral. Alors qu'il fait approuver son coup d'État
par 97% des votants, à un moment où ses adversaires sont encore pourchassés ou emprisonnés. Les derniers plébiscites, en 1870, ne lui donnent plus que 80% des voix environ. Et de plus en plus de députés sont élus contre les candidats officiels, même s'ils restent majoritaires. Mais c'est une guerre qui va mettre fin au Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte a décidé de déclarer la guerre à la Prusse, mais sa campagne militaire est un fiasco, un échec complet. Il est fait prisonnier à Sedan en 1870, et à l'annonce de la capture, le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Cette Troisième République, nous en reparlerons dans des leçons à venir, sous plusieurs aspects, mais à la différence des régimes politiques dont nous venons de voir au XIXe siècle qu'ils avaient beaucoup de mal à obtenir le soutien de la population et qu'ils ne duraient pas très longtemps, cette Troisième République, elle va se maintenir jusqu'en 1940, et c'est la Deuxième Guerre mondiale qui y mettra fin. Ça, vous l'étudierez en troisième. Je m'arrête donc là pour aujourd'hui, mais je dois quand même dire quelques mots, là encore, d'un thème que nous aborderons par la suite. Il s'agit du vote des femmes. Car pendant tout le XIXe siècle, les femmes ont été exclues du vote. Il ne faut pas croire pour autant que personne n'y était favorable. Les femmes elles-mêmes s'organisaient dès la monarchie de Juillet. On peut voir des journaux qui défendent le point de vue de l'égalité des femmes et des hommes. Mais c'est seulement en 1944 que le droit de vote des femmes sera accepté en France, ce qui montre bien tous les obstacles qu'elles ont dû rencontrer avant de réussir à se faire reconnaître dans la loi et par les hommes. Entre les premières affirmations du vote en 1789 et le vote des femmes en 1944, il s'écoule donc plus de 150 ans. Merci de votre attention, à bientôt pour une nouvelle vidéo d'histoire, et d'ici là, bon confinement à tous. Au revoir.